Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Donc vous êtes le directeur général de Danone depuis octobre 2014. Alors quand on décortique l'abondante littérature qui vous a été consacrée depuis ces quelques années, on vous décrit comme un patron engagé, iconoclaste, une sorte de moine soldat, j'ai vu ça, humaniste, parfois idéaliste. Vous avez un objectif, concrétiser un grand rêve, une grande ambition, celle d'Antoine Riboud, qui est constituer une entreprise à double finalité économique et sociale. Alors au printemps dernier, Danone, lors de la dernière Assemblée Générale, donc, s'est donné une feuille de route, devenir une bicorp, pas seulement sur certaines de ses filiales, mais sur l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est une société régie en même temps par ses performances économiques, mais aussi sociales et environnementales. Alors en juin 2016, donc il y a un petit peu plus d'un an, devant un parterre d'étudiants dans une haute grande école, qui n'est pas si lointaine ici, vous déclariez, je vous cite, « Désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. » Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail de vos propositions et de votre pensée, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de prêcher dans le désert? Merci de ce panégyrique. D'abord, non, en fait non. Je pense que pour passer de la vision d'un désert à autre chose, il faut simplement, avec d'énormes guillemets, réincarner la question de l'économie et de ce qu'on y fait et de la finance, tel que François Villard-Gallo vient d'en parler. La réincarner, c'est-à-dire mettre au fond, au centre à l'alpha et à l'oméga, ce qu'elle a pour but de faire, c'est-à-dire de faire que les femmes et les hommes vivent ensemble. C'est ni plus ni moins ça que le rôle de l'économie. Donc c'est pas un désert, c'est un jardin. Mais pour ça, il faut labourer, il faut arroser, il faut cultiver, c'est du boulot, et c'est d'ailleurs c'est du travail au sens premier du terme. C'est le champ de la conscience humaine. Moi, je suis au contraire émerveillé de voir en permanence tout ce qu'il permet d'ouvrir, de petit et de grand, et ce qui est important n'est pas forcément très grand. En revanche, c'est un désert académique. C'est un désert académique. Moi, je suis en effet passé par une école qui n'est pas très loin d'ici. On m'a enseigné plein de choses, des outils puissants. On m'a jamais dit à quoi ça servait, qu'est-ce qui devait régir mon action, poser ses limites, poser ses bornes, son pourquoi, son comment. Et très franchement, on a complètement séparé la théorie économique et financière de sa réalité humaine. Et donc on a oublié les paramètres humains, biologiques de l'économie, tout simplement biologiques, hormonaux de ce qu'est l'économie. Les acteurs du marché ne sont pas des acteurs rationnels, c'est juste pas vrai. C'est vrai par facilité académique. Mais il y a tout un pan de behavioral finance qui se... Pas de main invisible. Oui, qui se développe pour dire que le behavioral, c'est au moins aussi important que toutes les théories et les graphiques techniques que encore énormément d'enseignements sur la finance et sur l'économie continuent de faire prospérer. En faisant ça, on continue à y faire penser chacun d'entre nous, et c'est bien pratique pour dormir le soir, qu'il y a un système et il y a nous. Mais c'est pas vrai, nous sommes le système. Et on s'est mis dans un carcan d'incentives, d'incitations, de contraintes qui font qu'on agit comme on agit. Mais les bases anthropologiques, les bases culturelles, les bases sociologiques, les bases historiques, les bases de nouveau biologiques de l'économie, elles sont réelles, elles ne sont pas enseignées. Et elles ne sont pas enseignées aux gens qui, dans quelques années, dans quelques décennies, auront des responsabilités significatives dans la façon dont l'ensemble de tout ça fonctionne. Avec une idée simple, c'est que finalement, il y a un monde marchand,
où c'est le règne de la transaction, c'est le règne dans la transaction du poids entre le plus fort et le moins fort. Donc c'est la jungle, et tout est permis à part ce qui est interdit. Et puis le règne des bisounours de l'autre côté, d'une barrière théorique, où c'est le privé, et là c'est la gratuité, le don, l'amour et que sais-je. Mais c'est faux des deux côtés. C'est faux. Je défie ma propre conscience, et j'ai cherché longtemps, et je serais ravi qu'on m'oppose une limite claire. La limite, elle passe dans ma conscience humaine. Et donc, ce désert, c'est un jardin, c'est simplement celui de la conscience humaine. Et il s'agit de savoir si on a envie de l'explorer, d'avancer en conscience sur des enjeux qui sont complexes ou pas. Et moi, c'est mon petit chemin à moi, mais donc du coup, j'ai pas. Oui, c'est dur tous les jours, mais j'ai pas l'impression d'un désert. Alors, comment un groupe à vocation mondiale, comme celui que vous dirigez, arrive à répondre à la recherche de productivité dans un monde de plus en plus concurrentiel, la satisfaction de ses actionnaires, la mise en place d'un mode d'organisation socialement responsable. Est-ce que cette recherche, ce vœu pieux est réalisable et comment concrètement, chez Danone, vous faites pour le réaliser? Je pense que c'est une question d'équilibre. Quand un père de famille demande à ses enfants de ranger leur chambre et de mettre le couvert, on ne se pose pas la question de savoir si c'est efficace ou pas efficace. Et si la machine à laver la vaisselle est mal desservie, on engueule son gamin et on lui demande la prochaine fois de le faire correctement. Donc l'efficacité, elle fait partie de la vie. C'est pas... de nouveau, c'est pas d'un côté il y aurait des ONG où tout est bien et on dépense sans compter, ou d'ailleurs des budgets familiaux dans lesquels on se passe de l'efficacité, et puis d'un autre côté des méchantes entreprises où on fait de l'efficacité pour faire je ne sais quoi, d'ailleurs sans doute du profit. Le monde n'est pas manichéen. Le monde n'est pas manichéen. Et en revanche, tant qu'on reste dans une vision dans laquelle l'essentiel de l'économie de marché c'est la transaction, alors oui, il n'y a que la force, et la force brute. Mais toute transaction, qu'elle soit à Wall Street ou ailleurs, elle repose sur un collectif, elle repose sur un avant et sur un après. Ça commence, je parle devant le gouverneur de la Banque de France, ça commence par la confiance qu'on a dans la monnaie qu'on sort et que je vous donne pour payer mon café. Vous avez besoin d'avoir confiance. C'est d'ailleurs, il y a des racines étymologiques fortes. Cette confiance, c'est la même qui s'établit dans une relation qui permet des transactions qui sont des transactions équilibrées. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que l'investissement dans le relationnel, qui vient modérer la transaction, qui vient l'entourer, c'est un choix et un équilibre de tous les jours. Ce que fait Danone n'a rien d'extraordinaire, et plein d'autres entreprises font plein de choses à leur façon, mais ce qui marque peut-être un peu plus les esprits, c'est qu'on est sorti, nous, d'une vision de la RSE où, d'un côté, c'est le monde des brutes, et puis il y a une fondation qui répare les dégâts. Voilà, grande schizophrénie, tout va bien. C'est des modèles qui fonctionnent dans d'autres cultures qui fonctionnent pas très très bien en Europe, et moi je ne crois pas que ce soit la solution. On a choisi d'être stratégique, c'est-à-dire que on essaye de placer le curseur de la relation pour construire de la confiance, et parce que de nouveau l'économie ça commence par la relation avant la transaction, dans du stratégique. On parle beaucoup des états généraux de l'alimentation en ce moment. Hier, quand Danone décide en 2015, sans que personne le sache, d'augmenter significativement le prix auquel nous achetons le lait à nos éleveurs, 3 000 € de prime annuelle environ par rapport au marché pour chaque éleveur en France. On l'a dit à personne. C'est parce qu'on construit la relation et qu'on pense que si les éleveurs ferment boutique aujourd'hui, transmettent leurs exploitations dans des conditions catastrophiques, nous perdons en qualité de collecte, nous perdons des années et des années d'expérience, et que c'est notre devoir, ma responsabilité de chef d'entreprise efficace, non seulement aujourd'hui, mais demain, parce que l'agriculture, c'est des cycles qui sont des cycles lents, qui vivent avec la nature, de nouveau. Voilà, c'est pas juste on décide de changer de produit du jour au lendemain. Derrière ça, il y a des cycles qui sont des cycles longs dans notre métier. Il y a plein d'autres, bien sûr, avec des cycles très longs aussi. Et donc, c'est une décision qu'on prend, qui est une décision que j'estime être de bonne gestion. On fait du stratégique. Quand on décide aux États-Unis de convertir en 3 ans 1 milliard de dollars de ventes
d'OGM vers non-OGM, c'est la révolution aux États-Unis, mais c'est stratégique, on décide de le faire. Quand on dit que cette petite bouteille d'Évian, là, elle sera totalement neutre en carbone, totalement en CO2, en 2020, ben on fait du stratégique. Je suis sur mon cœur de métier, je ne suis pas dans une fondation qui file 250 000 $ pour la famine en Érythrée. Et quand on choisit de mettre en place des systèmes de bonus pour nos managers, pour 15 000 managers sur les 100 000 salariés de Danone, qui sont équilibrés entre l'économique, le management et le social et le sociétal, équilibrés, eh ben, je crée de la relation, je crée une relation différente, un environnement de confiance au fond et de cohérence, de construction de cohérence. On fait des choses incohérentes tous les jours, je le dis, je l'ai dit publiquement, mais on crée une forme d'organisation qui va graduellement autoriser les gens à ouvrir leur champ de conscience sur le fait que ce qu'ils font tous les jours chez Danone, c'est autre chose que de la transaction. Et ça, je pense que c'est fondamental de redonner, de remettre au centre de ce qu'on fait tous les jours, cette notion fondamentale de la relation humaine qui est le fondement de l'économie. Vous parlez de relations humaines, vous parlez de transactions. On l'a vu cet été encore avec le scandale alimentaire des œufs au fipronil. La relation de confiance, quand en face, l'interlocuteur n'est pas de confiance. Ben, c'est là que c'est... Et on a bien vu que des agriculteurs de bio avaient été lourdement touchés. Oui, touchés, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est là que c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que la tricherie, ça existe partout. La tentation transactionnelle de frauder parce que je gagne plus d'argent tout de suite, elle existe partout. Mais elle est, de nouveau, elle n'est pas l'apanage ni des petites ni des grandes entreprises, ni de Wall Street, ni d'autres choses. Elle est au cœur de la conscience de chacun. Et c'est pour ça que je pense vraiment que l'enseignement approfondi, la prise de conscience, y compris académique, hein, il faut qu'il y ait un socle académique à ces théories, parce qu'on a théorisé, on s'est laissé embarquer dans une théorisation qui nous vient des États-Unis, Milton Friedman, 1976, et tout ce qui s'en est suivi sur le plan de la maximisation de la valeur pour les entreprises, pour les actionnaires, comme étant le pivot, le rôle de dirigeants d'entreprise. Tout ça, c'est une théorie, ce n'est rien d'autre qu'une construction mentale qui a servi ensuite à construire des contraintes, des systèmes et des incentives qui nous ont emmenés en partie là où on est aujourd'hui. Et donc, redire la réalité, redire que les décisions des traders, il y a des papiers de recherche sur ce sujet, sont lourdement impactés par leur état hormonaux le matin quand ils arrivent, et que quand on fait des tests à la cortisol et des tests à la testostérone, on n'a pas du tout les mêmes résultats sur la politique de trading et les pratiques de trading. Il faut le dire, c'est une réalité biologique. Je vais plus loin. Dans un bouquin, j'ai cité un exemple que j'avais regardé, on avait regardé assez dans le détail. Il y a 3 études scientifiques statistiques dans des revues de bonne tenue qui expliquent que quand on nettoie tout un tas de bruits variés sur très longue période sur les marchés financiers, il y a un effet des cycles lunaires. Ça peut vous étonner, mais la Lune, ça fait bouger de 70 centimes, je ne sais pas combien, 30 ou 40, je ne suis pas spécialiste. La croûte terrestre, tous les jours, ça fait bouger des masses d'eau considérables, ça active tous les biorhythmes de tous les êtres vivants. Pourquoi est-ce que, pour des gens qui sont des êtres vivants, ça n'aurait pas un impact sur nos perceptions, sur notre état hormonal? C'est ça ce qu'on voit. Et donc, on peut même dire qu'il y a des racines astronomiques au marché financier. Donc, il faut arrêter de se simplifier la vie, parce qu'on aboutit à des systèmes dans lesquels on justifie une concentration des richesses dont on voit, et d'ailleurs, et qui m'amène moi à dire, mais plein de gens le disent, qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'autre porte de sortie pour l'économie de marché si elle doit rester une économie, la justice sociale. C'est-à-dire un niveau d'inclusion de l'ensemble des parties que Oikos Nomia devrait être capable d'englober, qui sont aujourd'hui complètement laissées de côté par une élite
qui profitent à la fois moralement, académiquement, financièrement de cette théorie de la maximisation et du fait que la zone marchande, c'est comme ça, tout ce qui est légal est permis et c'est très bien, puis la zone non marchande, je m'en occupe quand j'ai le temps, et d'ailleurs c'est mon problème et ça n'est pas le vôtre. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la RSE, c'est un mot qui est devenu un petit peu parfois un mot valise, est devenu le nouveau mode d'organisation, de gouvernance des entreprises et qui c'est un peu le but ultime? Moi, je pense qu'il est appelé à le devenir. Et c'est clair quand on a des discussions avec les agences de l'ONU, en passant des objectifs du millénaire aux objectifs de développement durable, un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, mais pas que, des petites entreprises, ont choisi de se donner comme cadre stratégique les objectifs de développement durable. Je pense, on a annoncé il y a 1 an et demi que c'est vers ça qu'on allait de notre côté. Ça n'a rien de spectaculaire quand on se réfère un minimum à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que une entreprise n'existe que parce qu'elle a une forme d'utilité sociale. Si j'arrête de payer nos salariés, ils iront ailleurs, nos fournisseurs iront ailleurs, et si on augmente nos prix pour gagner plus d'argent et lever mes stock options, les consommateurs choisiront d'autres produits. Donc l'entreprise s'arrêtera. Donc c'est nécessairement un équilibre, une entreprise. C'est au service de quelque chose qui est plus grand que soi-même. Donc se donner un cadre qui est le cadre des objectifs de développement durable, ou devenir une bicorp, qui restitue cette idée des pôles sociétaux et économiques de l'entreprise, c'est permettre de gouverner cet équilibre en lui donnant un langage et un cadre qui est partagé par tous, un référentiel qui est compréhensible. Et donc, oui, je pense que dans le monde complexe dans lequel on est, dans lequel on est soumis, et c'est très bien, c'est un contre-pouvoir super intéressant et important pour aiguillonner le progrès des entreprises et des entrepreneurs dans ces directions-là, à la sanction des médias sociaux, de Twitter derrière moi, de tout ce que vous voulez, prendre un champ de référence pour l'entreprise et pour son projet qui assoit sa responsabilité sociale comme étant le cœur, et non pas celui de la fondation, mais le cœur de son ambition stratégique, ouais, je pense que ça, c'est une des voies du futur. Bon, on entend ce discours, mais est-ce qu'il n'y a pas, et là je ne parle pas du vôtre, mais derrière les déclarations de bon nombre d'autres grands patrons, finalement, est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup de RSE washing, de bicorp washing? Et comment on sépare finalement le bon grain de l'ivraie? Il y en a, et même chez Danone, c'est sûr. C'est sûr. Mais non, mais c'est sûr. Je veux dire... Sur quoi, par exemple? Mais sur tout, d'une certaine façon. Quand on me dit, il y a 10 ans, quand on a fait... notre modèle de social business avec Mohamed Younous, Grameen Bank au Bangladesh. Il y a des gens qui ont dit ah, les mecs de Danone, ils sont vraiment trop forts, c'est la meilleure campagne de pub qu'ils aient jamais faite, ils ont un prix Nobel de la paix maintenant qui dit ce que donne. Ben oui, c'est vrai. Moi, c'est pas pour ça que je l'ai fait, bien entendu. Mais quand ensuite on va recruter sur les campus, y compris celui-ci, c'est pas la première fois que je suis dans cet amphi, ben oui, il y a des étudiants de cette école qui sont partis au Bangladesh pour voir ce qu'on y faisait. Non seulement pour voir, mais pour construire l'usine. Des étudiants. Donc, bien sûr que ça me sert. Ça me sert parce que j'ai besoin d'attirer des gens dans notre aventure. Que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit bien sûr des salariés. Donc, l'employer branding, quand vous avez le choix entre aller travailler chez Google, dans une start-up, je sais pas où, dans un endroit sympa de coworking à Paris, ou dans une grosse multinationale, ben, il faut faire face à la réalité, quoi. Les jeunes, beaucoup d'entre eux, pas tous malheureusement, mais beaucoup d'entre eux ont le choix. Et donc, je le fais aussi parce que je pense que c'est ce qui va donner à notre aventure sa capacité à continuer. Est-ce que ça veut dire que ça enlève toute légitimité à cette action? Pour moi, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça change, est-ce que ça transforme quelque chose de sérieux? Je peux vous dire que pour les 2000 éleveurs en France qui touchent 3 000 € de plus par an, ça fait une vraie différence. Pour les millions de personnes qu'on a touchées avec Danone Communities en accès à l'eau et accès à une nutrition à peu près saine, ça fait une vraie différence. Donc ça fait avancer les choses. Mais que ce soit chez Danone ou ailleurs, de toute façon, ce mélange-là, il existe.
il existe de nouveau, parce qu'il n'y a que des hommes et des femmes chez Danone, et rien de plus que ça. Vous assumez la recherche de la conscience et finalement la maximisation de votre brand, de votre image. Non, pas la maximisation. Non, justement, c'est une question d'équilibre. Je pense que l'idée même de la maximisation des intérêts d'une des parties prenantes de l'entreprise, c'est l'un des points de défaut fondamentaux du système. Se dire que les actionnaires ont in fine Pas les actionnaires, vous. Pardon. Pas les actionnaires, vous. Moi. Vous, en tant que directeur général de Danone. Ouais. Moi, en tant que directeur général de Danone, j'ai une envie, c'est que cette entreprise se développe selon son intuition de départ sur un double modèle, double projet économique et social. Elle a déclaré son intention, je l'ai déclaré, la révolution de l'alimentation, on est en train de la faire, on l'a fait avec plein de start-up, on l'a fait avec des grosses acquisitions, on l'a fait doucement, et des fois on l'a réussi, on ne l'a réussi pas. On essaie de construire au total une vision, de donner naissance à une vision de l'alimentation qui repose sur la réalité des cultures dans les pays dans lesquels on intervient, sur les agricultures locales, sur une alimentation plus saine et plus durable. Voilà, et on tâtonne et on avance là-dessus, et je pense que je ne peux pas me prévaloir de plus grande ambition que ça. C'est quand je vous disais labourer, arroser, cultiver, c'est tous les jours. Puis ça grandit, puis il y a des fois ça grille, il faut recommencer, il faut replanter, voilà. Mais je pense qu'au fond, je ne me conduis pas de façon, j'essaye de ne pas me conduire de façon fondamentalement différente dans ce que je fais tous les matins et ce que je fais dans le reste de ma vie. Et au fond, il y a chez moi une grande porosité que je m'impose comme un aiguillon de conscience entre ce que je fais à titre personnel et ce que je fais en tant que dirigeant d'entreprise, parce que je pense que le niveau d'impact que j'ai en dirigeant une entreprise qui s'adresse tous les mois à 300 millions de consommateurs et tous les ans quasiment à 900 millions, qui a 300 000 actionnaires, 100 000 salariés, 200 000 fermiers avec lesquels on travaille dans le monde, c'est important que j'aide à faire avancer cette entreprise avec qui je suis fondamentalement et pas avec une casquette caricaturale et caricaturée qui serait drivée par des intérêts financiers personnels parce que je vois combien ça coûte dans la conscience des entreprises quand les dirigeants se laissent entraîner sur cette thématique-là. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises doivent prendre en charge la gestion des biens communs dans un contexte où finalement la finance de la plupart les finances de la plupart des États ne le permettent plus? On l'a vu avec les chiffres de finances publiques montrés dans certains pays européens par le gouverneur précédemment. Alors je dois à l'authenticité de cet échange de vous dire que j'ai changé d'avis sur ce sujet. C'est-à-dire que dans un livre de jeunesse, j'ai écrit, maintenu, démontré qu'il était extrêmement dangereux pour la société civile, les citoyens, la République, de laisser l'entreprise s'aventurer en dehors de son précaré, tel que, pour simplifier, Milton Friedman a commencé à en définir les limites. Très dangereux. J'avais voulu appeler mon livre OPA sur la morale, et puis Hachette a trouvé que c'était un peu trop dur. Donc il s'est appelé finalement Main basse sur la cité. Mais ça voulait dire la même chose, c'est-à-dire ce monde marchand va investir la culture, le sport, les loisirs, l'éducation, bien entendu. La preuve, je suis en train de parler ici, voilà. Et je trouvais ça extrêmement dangereux, moralement, anthropologiquement, socialement, culturellement, tout ce que vous voulez. Donc j'ai écrit un gros machin très en colère. Et en fait, j'avais 25 ans, j'en ai un peu plus de 50 maintenant, donc un quart de siècle a passé et j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que je pense que si on fait ça, on construit tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et que certes, c'est dangereux, mais c'est le seul pari qu'il faut qu'on fasse. C'est le seul. Sinon, vous conduisez des gens à être absents de eux-mêmes 12 heures par jour quand ils travaillent et à être quelqu'un d'autre le reste de leur temps. Nous entretenons la schizophrénie dans laquelle on se place pour justifier qu'on se conduise tous les jours dans notre boulot différemment de comment on se conduirait le week-end pendant les vacances ou à la retraite où on va aller travailler dans des associations et c'est super bien.
mais on est comme un autre personnage. Et ça, je pense que collectivement, on en voit aujourd'hui les limites. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, elles sont maintenant de plus en plus évidentes. Donc je pense qu'il n'y a même pas d'autre choix. C'est pour ça que je pense qu'on milite, nous et quelques autres entreprises en France, pour modifier le Code civil. L'article 1832 et 33 qui disent que les associés d'une entreprise se mettent en société en vue d'en partager les bénéfices. Et je ne pense pas que ce soit pour ça qu'il faille qu'ils le fassent. Je pense que si on veut défendre un modèle culturel français, européen, dont parlait François Vélorade-Gallo tout à l'heure, il faut que nos racines économiques de droit mettent le projet de l'entreprise au cœur même de ce dispositif législatif, ce qui donnera au conseil d'administration la possibilité de s'opposer à des mesures qui iraient contre ça, le droit au plus large et même la responsabilité des dirigeants engagés sur le volet social et pas seulement sur le volet financier. Et par ailleurs, je suis arrivé à une constatation simple, y compris en travaillant avec pas mal de gouvernements, qui est que au bout d'un moment, autant je suis clair sur le fait que l'économique, c'est vraiment, sans le social, c'est de la barbarie, autant je suis devenu clair que le social sans l'économie, c'est devenu de l'utopie, à cause, entre autres, de ce que vous disiez, mais aussi tout simplement parce que les problèmes difficiles qu'on a à craquer maintenant d'inclusion, d'inclusivité, de lutte contre l'exclusion, de pauvreté, de précarité, de développement, etc., ni les académiques, ni les gouvernements seuls, ni les ONG, Gates, ou qui vous voulez, ni les entreprises n'ont réussi à les résoudre, sinon ils n'existeraient plus. Et donc le seul moyen, c'est de les résoudre ensemble. Donc il est super important quand, en effet, les entreprises contribuent à la gestion des biens communs, qu'elles soient co-animatrices, co-actrices de la valorisation, de la gestion, de la protection de ces biens communs qui sont le patrimoine collectif de l'humanité, d'une façon ou d'une autre, à la toute petite échelle comme à la grande. Et de nouveau, et pardon, je sens que je suis long, mais c'est pour moi le fondement qui fait que, dans ma pensée en tout cas, je ne peux pas donner une autre finalité à une économie de marché sérieuse, une économie de marché, que la justice sociale. Et c'est le même axe. Mais pour ça, il faut mettre de la gouvernance en place, bien entendu. Hein. Donc, nous avons besoin des entreprises. Moi, en tant que citoyen, j'ai besoin de l'implication des entreprises, parce que le marchand et le non-marchand, c'est pas vrai que la limite est exacte. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle est hybride. On le voit très très bien dans plein d'expérimentations. Et on a besoin de cette hybridation pour enrichir et trouver des solutions innovantes. Vous disiez aujourd'hui que la sanction du consommateur, elle est immédiate, la sanction des marchés aussi. En même temps, on a besoin et une entreprise a besoin de se projeter aujourd'hui dans le temps long. Comment sortir de cette tyrannie du temps court? Est-ce qu'il n'y a pas justement cette sorte de schizophrénie entre le besoin de se projeter dans ce temps très long et cette tyrannie du court terme? Oui, il y a une tension. Il y a une tension évidente qui est dans l'espace, ce que je disais, hein, comment je partage la valeur que nous créons. C'est exactement le débat sur les filières aux États généraux de l'alimentation. Quelle est la valeur pour les agriculteurs, pour les transformateurs, pour les distributeurs et pour les consommateurs? Comment je partage ça, là, dans l'espace? Et puis, comment je le partage dans le temps? C'est-à-dire, qu'est-ce que je garde pour demain? Mais c'est au fond, c'est l'aventure de l'entreprise, ça. Un entrepreneur, même étymologiquement, c'est quelqu'un qui investit pour demain. Il n'y a aucune entreprise qui existe sans une projection vers l'avenir. Et de nouveau, elle commence par l'idée de la confiance, elle commence par une femme ou un homme, avant même de commencer par $1 ou €1. Et donc, toute l'aventure de l'entreprise, c'est cette tension entre maintenant et plus tard. Et je n'ai aucune autre réponse simple à vous fournir que on essaye, comme plein d'entreprises, comme en fait toutes les entreprises qui l'ont plus ou moins conscientisé, mais de travailler sur les 3 horizons de court, moyen et long terme. Et c'est vrai qu'il y a des tensions fortes. Maintenant, je voudrais juste... je parlais tout à l'heure, j'évoquais le champ de la conscience humaine. 2 anecdotes extrêmement rapides, en une phrase chacune. Plus de la moitié des salariés français de Danone ont choisi d'investir dans la SICAV Danone Communities, au travers de leur intéressement et participation, sans aucune forme de coercition pour le faire, et en renonçant en faisant ça, en renonçant à une autre forme
de perception de leur intéressement et participation, qui serait une action de Danone avec une décote de 20%. Vous multipliez ça par 10 ans d'existence de Dan Communities, 5000 salariés par an à peu près, ça fait 50 000 décisions d'investissement que Milton Friedman ne peut pas expliquer. Ils ont décidé de perdre de l'argent. Pourquoi l'ont-ils fait? Deuxième exemple, crise de 2008. On est allé voir nos actionnaires alors que le cours de bourse avait baissé de 40%. Au mois de janvier 2009, 3 mois après la banqueroute de Lehman Brothers, en leur disant ça va tanguer dans tout l'écosystème et les filières. On veut créer un fonds de dotation qui va aider les petits acteurs de ces filières, depuis les agriculteurs, les vendeurs de rue à Mexico, les gens qui ramassent du plastique dans les décharges pour nos bouteilles et on recycle tout ça, dans les pays émergents. Tous ces gens-là sont les maillons faibles de cette chaîne. Nous, on est la grosse boîte, donc ça va aller. Mais si on veut que cette grosse boîte soit vivante, là encore, le développement durable, c'est de l'efficacité de demain. On pense qu'il faut les aider. Donc on va créer un fonds de dotation. On veut prélever de l'argent sur le profit de cette année. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? J'ai fait le tour des 50 plus gros actionnaires de Danone, des Américains, des Anglais, quelques Français, la Caisse des dépôts et d'autres. On a porté ça avec le conseil d'administration. On a apporté ça à l'Assemblée Générale, où votent 300 000 actionnaires, on a eu 98% de oui. Ces gens-là ont pris une décision que Milton Friedman ne sait pas expliquer. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est en ouvrant un champ de conscience, on a eu des vraies discussions avec ces gens-là, et on a mis 100 millions d'euros, on aurait pu mettre 1 milliard ou 10 millions. De nouveau, c'est pas rien du tout, ça fait bouger un certain nombre de choses. Et ça prouve bien une chose, c'est que la tension avec les marchés, la tension avec les salariés, la tension, on peut la résoudre de façon pragmatique quand on agit avec une forme de cohérence et qu'on invite, d'une certaine façon, je reviens à mon champ de conscience, qu'on invite chacun à cette prise en compte de la cohérence. Alors, il y a plein de fois où ça n'a pas marché, mais il y a aussi des fois où ça marche. Merci infiniment, Emmanuel Faber, pour ce dialogue extrêmement passionnant, visionnaire, en conscience. Merci à vous. Merci. Et comme la tyrannie du court terme est toujours là, je sais que vous devez malheureusement nous quitter. Merci. Bonne fin de journée. Merci.